Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, c'est News Les Échos. Bonjour Nicolas Daragon. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Sécurité du Quotidien, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. La sécurité du quotidien, c'est quoi ? Eh bien, c'est celle dont 7 Français sur 10, selon un sondage CSA pour Europe 1 et CNews, disent qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle est gangrénée par le narcotrafic et contre laquelle le gouvernement semble mener non plus une bataille, mais une vraie guerre. Celle de pouvoir de dire l'étranger agresseur dehors, l'étranger qui viole dehors, l'étranger islamiste dehors. Et ce sont vos propos, Nicolas Daragon, que je cite. C'est enfin celle de pouvoir vivre librement, de pouvoir vivre sa religion, ses convictions, ses opinions, sans subir, comme cela a été encore le cas à Amsterdam, des tabassages en règle sur fond de haine des Juifs. Sur tous ces sujets et d'autres encore, Stéphane Dupont est avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Du journal Les Échos. Bonjour à vous. Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Les violences contre des citoyens israéliens à Amsterdam rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Ça, c'est le tweet d'Emmanuel Macron après les attaques de dizaines de supporters du Maccabi Tel Aviv juste après le match contre l'Ajax Amsterdam jeudi soir, avec plusieurs personnes hospitalisées, des supporters israéliens qui ont été jetés à l'eau, qui ont dû rentrer en urgence par des avions affrétés spécialement par Israël. Un autre tweet, le voilà, il est signé de Marie Mesmer, qui est députée LFI d'Ille-et-Vilaine. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Votre commentaire là-dessus ? D'abord, pleine solidarité avec les citoyens israéliens qui ont été agressés. Ils l'ont été parce qu'ils sont juifs. La démonstration est en train d'être faite et c'est purement scandaleux que nous vivions ça, en particulier dans la ville d'Anne Frank. Ça rappelle les heures sombres de notre Europe et évidemment, ça appelle à la responsabilité des uns et des autres. Et en parlant de responsabilité, l'irresponsabilité de cette députée qui devra s'expliquer devant la police et j'espère devant la justice. Quand elle dit « ces gens-là », j'aimerais comprendre ce qu'elle veut dire par « ces gens-là ». Et donc, ça signifie qu'on peut légitimer la violence contre des victimes et simplement parce qu'ils sont israéliens ou alors parce qu'ils sont juifs, c'est ce qu'elle veut dire. Il y a un moment où il va falloir qu'on réponde de ces propos devant la justice. Le discours de la France insoumise est intolérable dans notre pays. Il est en train de sortir de la République et il faut que des mesures fermes soient prises à l'encontre de ces gens qui ne représentent plus personne. Quel genre de mesures ? Judiciaire. On est dans un état de droit. Cette députée devra s'expliquer devant la police. Elle devra ensuite s'expliquer devant la justice. C'est intolérable. Est-ce qu'elle a encore sa place en tant que représentante de la nation ? La difficulté dans notre pays, c'est que quand on obtient un mandat, on l'exerce jusqu'à son terme, sauf à ce que ce soit son propre parti qui appelle à sa responsabilité. Sauf que chacun aura observé que LFI est dans une dérive permanente sur ce sujet, qui assume un discours politique et qui légitime des actes de plus en plus graves dans notre pays. Je note que vous commencez votre phrase par « la difficulté, c'est que ». Mais bien sûr, c'est à son parti de prendre des mesures pour commencer. J'espère qu'à l'Assemblée nationale, des mesures seront prises. Lever son immunité aussi. J'espère qu'à l'Assemblée nationale, des mesures seront prises. Mais vous avez une formule étonnante. Vous dites, parlant de LFI, ces gens-là ne représentent plus personne. Il me semble que c'est plutôt inexact. Ils représentent une partie importante de la population et ils ont mené une campagne, aux européennes notamment ensuite, où certains considèrent que l'antisémitisme était présent et a eu des effets électoraux positifs pour eux. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ne représentent plus personne ? Ils représentent le communautarisme qu'ils défendent aujourd'hui, ce qui veut dire que dans notre République, c'est particulièrement grave. On pourrait faire écho à ce qui vient de se passer aux États-Unis, où finalement, à force de vouloir avoir un discours communautariste, on renvoie la responsabilité des uns et des autres. Et celui qui gagne l'élection présidentielle aujourd'hui aux États-Unis, c'est celui qui a su s'adresser au pays et pas aux communautés. La superposition de communautés, ça ne fait pas nation. Et c'est pour ça que ces gens-là ne s'adressent à plus personne en réalité. Ces gens-là, vous parlez des députés. Ils utilisent le communautarisme, ils utilisent des gens qu'ils trompent, ils utilisent des gens qu'ils instrumentalisent. Et donc, il faut que notre République soit ferme et forte et qu'elle réponde par des sanctions judiciaires. Oui. Nicolas Daragon, jeudi prochain au Stade de France, il va y avoir le match de football entre la France et Israël. Est-ce que vous craignez que ce genre d'incident, d'agression, puisque c'est plus que des incidents, se produise à nouveau ? Est-ce que vous pouvez garantir que les gens qui vont se rendre au stade jeudi prochain seront en sécurité ? Sachant qu'ils sont déjà moins nombreux que prévu, d'ailleurs parce qu'on a capé à 30 000, je crois, et qu'ils seront
aux alentours de 15 à 20 000 selon nos confrères de l'équipe. Le dispositif de sécurité va être celui qui est comparable à celui des Jeux Olympiques. Ça veut dire un dispositif renforcé. Il va être placé sous la responsabilité du préfet de police auquel nous faisons toute confiance. Et évidemment, la France va déployer les moyens nécessaires pour que cette compétition sportive puisse avoir lieu. Mais au-delà de ces commentaires que nous sommes en train de faire, je voudrais rappeler que... Parce qu'aux Pays-Bas, c'était très organisé, les agressions contre les supporters. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en France, il y ait ce genre d'organisation ? Il y avait un maillage. Si vous me questionnez sur l'organisation du match et la sécurité qui sera assurée par les services de l'État, c'est une mission qui est confiée au préfet de police, qui a une vraie expertise. On sort des Jeux Olympiques et il l'a démontré. Et il y aura les forces de police nécessaires. Mais évidemment que notre pays est structuré pour obtenir des moyens de renseignement et savoir ce qui va se passer et prévenir tous les risques et tous les dangers pour que cette compétition sportive puisse se dérouler. Ce que je voudrais simplement, si vous me permettez cette digression, je voudrais rappeler que ces supporters du Maccabi Tel Aviv n'ont pas seulement été agressés parce qu'ils sont israéliens, ils ont été agressés parce qu'ils sont juifs. Aujourd'hui, on a dans les 48 heures qui viennent de s'écouler, la présidente de l'Assemblée nationale qui a été empêchée de se rendre sur un site universitaire, en tout cas qu'on a tenté d'empêcher de se rendre sur un site universitaire. Si on a tenté de l'empêcher de s'y rendre, c'est pas seulement parce qu'elle est présidente de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'elle s'appelle Yael. On a dans notre pays une dérive qui ne peut plus être tolérée. Et lors de cette compétition sportive, évidemment que les moyens vont être déployés sous l'autorité à la fois du ministre de l'Intérieur et du préfet de police, mais évidemment que l'identification de tout auteur qui se rendrait coupable d'un délit ou d'un crime sera immédiate et que les sanctions seront exemplaires. Alors, vous avez utilisé le mot communautarisme pour marquer votre inquiétude. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre mot qui serait plus nécessaire? C'est islamisme. Quand, par exemple, j'entendais cette semaine, certains proposaient de délocaliser le match. Finalement, Bruno Retailleau n'accepte pas cette idée. Mais délocaliser le match parce qu'on considérait que les conditions de sécurité n'étaient plus rassemblées en France, sauf si on met un dispositif immense. Est-ce que l'enjeu, véritablement, c'est pas, au-delà du communautarisme, un islamisme conquérant aujourd'hui en Europe? Quel lien faites-vous entre l'islamisme et ces agressions? C'est ça la question que je me permets de vous poser. Aujourd'hui, le sujet, c'est le sujet... Amsterdam? Oui, quel lien faites-vous entre les deux? Aujourd'hui, on a affaire à de l'antisémitisme. On sait bien que cet antisémitisme... Mais bien sûr, on sait très bien que cet antisémitisme, il est cultivé auprès de certaines communautés par LFI au travers d'un certain discours. C'est-à-dire lequel? Mais vous êtes certaines communautés... on a bien vu qu'on s'était adressé aux quartiers les plus populaires en France pour essayer de cultiver cette haine d'une politique qui serait tournée vers Israël. Sauf que le discours de la France ne va pas évoluer parce que LFI tient ce type de discours et que par ailleurs, la France ne va pas reculer sur l'organisation d'une compétition sportive sous la menace de gens qui veulent agresser des gens au motif de leur origine quartiers religieuse. les plus populaires, je me permets de citer islamisme, ne vous semble pas un terme pertinent pour parler de l'antisémitisme qui frappe aujourd'hui l'Europe? En tout cas, ce qui compte pour nous, c'est que, quels que soient les citoyens qui s'expriment, ils respectent les valeurs de la République et ils les placent bien au-dessus des religions, si c'est ça votre question. Et donc, ça veut dire qu'on peut pas faire... Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est de savoir si l'islamisme, aujourd'hui, ceux qui ont été attaqués, les Israéliens qui ont été attaqués, ont-ils été attaqués par des gens qui sont portés par un discours islamiste? C'est ma question. Par des gens qui disaient, maintenant, tu dis là, ils jetaient quelqu'un dans l'eau, dans le canal à Amsterdam, et qui disait, maintenant, tu dis Free Palestine, sinon on te coule. Notre pays a connu des agressions islamistes et du terrorisme islamiste, et on sait très bien que c'est un sujet qui fragilise l'Europe tout entière, et même les États-Unis qui ont connu des attentats extrêmement graves. Évidemment que c'est un discours pro-palestinien, évidemment que c'est un discours qui est porté par des pro-islamistes, mais aujourd'hui, le lien direct entre ce qui s'est produit à Amsterdam et les victimes, c'est plutôt celui d'un discours d'antisémitisme, de pro-islamisme. Tout à l'heure, Nicolas Daragon, vous parliez de dérive en matière d'antisémitisme en France. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'elle est liée au massacre du 7 octobre ou est-ce qu'elle a commencé avant? Et comment vous décririez cette dérive? La dérive, elle est fondée d'abord sur le fait qu'on a une partie de la classe politique dans notre pays qui ne reconnaît pas le Hamas comme organisation terroriste et qui finalement condamne du bout des lèvres le fait qu'il y ait eu des victimes d'actes terroristes islamistes qui se sont produits, perpétrés par le Hamas avec la contribution de l'Iran et d'un certain nombre de partenaires. Donc quand on parle c'est le discours politique, vous voulez dire. Mais le discours politique, il fonde ensuite finalement un discours assumé dans la population qui petit à petit est rampant. On sait que par exemple dans les moins de 35 ans, on a plus de 15% des gens qui pensent que la Shoah n'a pas eu lieu. À force d'avoir un discours qui n'est pas assumé, à force que dans les écoles on ne puisse pas enseigner la Shoah par exemple, à force qu'on ne puisse plus s'exprimer librement, à force qu'on ne
puissent plus vivre à visage découvert dans notre pays. Aujourd'hui, les Juifs ont peur. Et c'est de la même façon que certains viennent avec un tifo de 50 mètres sur 20 mètres et qu'ils arrivent à le déployer dans un stade lors d'un match de la Ligue des Champions. Il y a eu des interdictions qui ont été annoncées. Est-ce que ces interdictions vous semblent suffisantes? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Il y a eu une rencontre entre le gouvernement, Othman Nasrou, le ministre des Sports, les dirigeants du PSG pour dire que ça n'était pas acceptable et que ça n'était pas. Mais est-ce que ça suffit de dire c'est pas bien ce que vous avez fait et on va interdire les banderoles? Non, vous savez, honnêtement, on est en train de travailler sur une billetterie nominative, sur le fait qu'il y aura des policiers en civil dans les tribunes, sur le fait qu'on doit contrôler ces grandes banderoles qui rentrent dans les stades, que les stades ce sont des lieux où on déploie du sport, une activité qui doit continuer de rassembler et qui n'est plus acceptable. Mais les dizaines de personnes qui ont déployé cette banderole, pourquoi elles ne sont pas jugées? Elles vont être sans doute repérées, je présume, grâce à la vidéoprotection. Il y a des procédures qui vont être engagées, à minima d'interdiction de stade. J'ai d'ailleurs repéré qu'il y a un certain nombre de supporters qui vont être interdits de stade à la suite de ce déploiement. C'est la même tribune où il y avait eu, 15 jours avant, des chants homophobes pendant de très longues minutes. Bien sûr, mais on a l'impression qu'il y a quand même une forme d'impunité ou d'une tolérance. Alors, je ne sais pas si c'est de l'impunité, mais en tout cas, il y a eu des contacts qui ont été pris avec le PSG pour que des mesures soient prises et qu'elles soient effectives dès les prochaines rencontres sportives. Et on mesurera à quel point les engagements pris par le PSG sont tenus. Évidemment qu'il y aura des sanctions, systématiquement. Nicolas Daragon, ministre de la Sécurité du Quotidien, est avec nous au Grand Rendez-vous. À tout de suite. Nicolas Daragon, ministre de la Sécurité du Quotidien, auprès du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, est l'invité du Grand Rendez-vous. Ce matin, vous avez dit il y a 6 jours à nos confrères du Dauphiné, nous avons pris l'habitude de protéger avec la complicité de certains, des individus indignes de la générosité des Français. L'étranger agresseur, dehors. L'étranger qui viole, dehors. L'étranger islamiste, dehors. L'étranger voleur, harceleur, agresseur, 3 fois dehors. Et l'étranger antisémite, puisqu'on vient d'en parler, Nicolas Daragon, c'est combien de fois dehors? C'est un délit, c'est dehors, évidemment. Dès lors qu'il est condamné par la justice, il doit quitter le pays. Je n'ai pas une seule hésitation. J'irai même beaucoup plus largement sur le sujet. On a 8% de la population française qui est étrangère. Ils représentent 17% des auteurs d'homicides, 30% des auteurs de vols sans violence. On continue de se poser des questions ? Il y a bien un moment où il faut que notre pays, qui a une générosité naturelle, les Français sont généreux, ils accueillent tous ceux qui veulent bien finalement adhérer au projet de développement de notre pays. Il faut dorénavant qu'on aille un peu plus loin, qu'on dise quand vous venez en France, vous devez respecter les règles, vous ne pouvez pas rentrer illégalement. Si vous ne contribuez pas au budget de la nation, vous ne pouvez pas avoir d'aide. Vous devez respecter la République. Celui qui ne veut pas serrer la main à une femme, celui qui ne respecte pas l'histoire de la France, celui qui ne respecte pas la Shoah, celui qui ne veut pas parler français, n'a rien à faire sur le territoire national. On est généreux aussi avec lui, puisqu'il ne respecte pas les règles d'un pays dans lequel, visiblement, il s'est retrouvé obligé de venir. Est-ce qu'il y a un consensus sur ce que vous venez de dire au sein du gouvernement? Parce que ici même, la semaine dernière, à votre place, il y avait Agnès Pannier-Runacher qui nous a dit que les vols groupés, autrement dit les charters, c'était une distraction. Mais le sujet, c'est pas le sujet des charters. Le sujet, c'est de dire quand un citoyen étranger qui vit dans notre pays et bénéficie de sa générosité est condamné pour un délit ou un crime, il doit quitter le pays. Oui, mais en l'occurrence par vol groupé. Donc, mais vol groupé ou pas vol groupé, même individuellement. Nicolas Daragon, peut se permettre de dire que c'est une distraction? C'est du discours, là. Qu'est-ce qui se passe là, depuis que vous êtes au gouvernement? Est-ce qu'il y a plus d'expulsions? Est-ce que les OQTF vont être appliqués? On est à un taux de 10%, voire inférieur. Qu'est-ce qui va changer? Parce que là, pour le moment, vous venez d'arriver, vous parlez, dehors. Très bien, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous savez que Bruno Retailleau a envoyé une circulaire lundi dernier à l'ensemble des préfets pour leur demander une plus grande sévérité, de faire appel systématiquement aux libérations et d'aller mettre en centre de rétention administrative tous les étrangers qui s'étaient rendus coupables de crimes ou de délits dès lors qui sortent de prison. Vous savez qu'il a exigé qu'on soit beaucoup plus attentif à la réduction d'un certain nombre de titres de séjour quand les étrangers ne respectent pas les règles de la République. Il a demandé à ce que les expulsions soient systématisées pour ces auteurs-là. Maintenant, il est en train de travailler, et nous travaillons à ses côtés, sur un projet d'amélioration des lois immigration qui avait été voté au début de cette année et dont il était pour partie l'auteur. C'était pour le début de l'année prochaine, maintenant c'est plutôt pour plus tard. Et donc, nous allons améliorer les conditions pour que ceux qui ne respectent pas la
France soient reconduits. Mais dans ce périple, il va falloir aussi qu'on s'entende avec les pays étrangers, les pays émetteurs. Et le déplacement au Maroc a été aussi l'occasion de signature de conventions. On doit remettre à plat toutes les conventions qui nous relient avec les pays qui émettent des gens qui viennent s'installer en France et qui souvent ne veulent pas les reprendre. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Nous sommes au gouvernement depuis le 22 septembre. Évidemment, tout ne va pas être bouleversé. Peut-être qu'on a l'habitude d'entendre des élus qui viennent vous expliquer sur les plateaux de télé que tout va être bouleversé dans les 2 mois. Les Français ne sont pas naïfs. Les Français ne sont pas naïfs. Les Français ne sont pas naïfs. Évidemment qu'il faut avoir un discours ferme, mais ça ne n'empêche pas d'être actif et d'être ferme aussi dans les lois et les règlements que nous allons modifier. Pour l'instant, on a l'impression d'entendre Javier Milei qui disait afuera, afuera. Donc là, vous dites dehors, mais il faudrait bien qu'il y ait moi, des je ne sais actes. pas quelle était la référence précise de ce que disait Milei, mais moi, ce que je dis... Sur les ministères. Lui, il voulait supprimer les ministères. Voilà, mais vous m'avez compris. Oui, voilà. Un étranger qui se rend coupable d'un délit ou d'un crime, ceux qui n'ont pas compris que c'était cela que nous visons, faut qu'ils révisent un peu les règles de vie en communauté. C'est pas possible de commettre des crimes et des délits sur le territoire national et d'estimer qu'on doit s'y maintenir. Mais pourtant, c'est l'avis de la gauche qui s'est exprimée à l'Assemblée nationale et qui ne comprend pas. Et par ailleurs, quand je regarde le projet qui avait été fait par le Rassemblement national, il disait, pour ceux qui encourent 3 ans de prison, et donc ça veut dire que les gens qui vivent avec plusieurs femmes peuvent, puisqu'on encourt 1 an de prison, peuvent se maintenir sur le territoire national. Mais la question de l'immigration se pose en 2 dimensions. D'un côté, vous dites les étrangers, donc c'est ceux qui ne sont évidemment pas français, mais il y a aussi, vous avez évoqué tantôt dans des termes qui sont les vôtres, les quartiers, vous disiez de l'antisémitisme promu par une partie de la gauche radicale, prenait dans les quartiers les plus populaires. Ce sont vos termes. Vous parlez de communautarisme. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'une partie de ceux qui ont été naturalisés ne sont pas encore culturellement assimilés en France? Est-ce que la question de l'immigration aujourd'hui, c'est pas aussi celle de ces Français naturalisés, mais pas culturellement assimilés? Mais bien sûr que c'est le sujet. Et c'est pour ça que notre questionnement aujourd'hui consiste à dire ceux qui veulent venir en France, il faut que nous souhaitions aussi les accueillir. Ça doit être un accord entre les deux. C'est une immigration que nous devons choisir et nous avons besoin d'immigration, par exemple, pour exercer dans des métiers que les Français ne veulent plus exercer, dans le bâtiment, dans le tourisme, où on manque de main-d'œuvre. Mais on ne peut plus laisser nos frontières comme des passoires et donc on doit pouvoir continuer d'accueillir en fonction de ce que nous choisissons. Quand nous accueillons, nous devons pouvoir assimiler, mais pour assimiler, il faut une double volonté, là encore. Donc, et immigration aujourd'hui, choisie. nous n'avons pas été assez exigeants pour les personnes qui arrivent sur le territoire national. Je le redis, on doit respecter la culture, on doit respecter l'histoire, on doit respecter les institutions, on doit mettre au-dessus de la religion la République quand on vient en France. Ce sont des fondamentaux de l'installation dans notre pays. Donc, il faut de l'immigration pour certains métiers que les Français ne veulent pas occuper, mais certains vous répondraient peut-être, mais il faudrait peut-être tout simplement payer davantage ces métiers pour que les Français qui ne travaillent pas pour l'instant les occupent. Mais je crois que ces métiers ont revalorisé leur grille salariale dans le bâtiment. Ça n'est plus du même niveau qu'avant. Le sujet n'est pas seulement celui-là. Je pense que nos concitoyens se sont un peu plus orientés dans une société où le tertiaire a pris le dessus vers des métiers du tertiaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement qu'une question de rémunération. Mais c'est la même chose aussi. On a des réfugiés qui viennent en France. Quand on a accueilli les Ukrainiens, on ne va pas s'arrêter d'accueillir. Mais la question qui doit se poser systématiquement, c'est aussi la capacité de ceux que nous accueillons à être assimilés, à s'intégrer parfaitement dans notre République quelle réponse française. donnez-vous à cette question? Mais avec la plus grande rigueur, ça doit être estimé. Parler la langue française, respecter la culture française, respecter l'histoire de France, connaître Mais pour l'instant, ça ne règles. fonctionne pas. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Force est de le constater. On voit bien qu'on a une vraie difficulté d'assimilation. Et c'est parce qu'on a sans doute trop accueilli que nous accueillons mal. Mais le cap, c'est immigration choisie, comment dirais-je, avec fermeté et du coup sans regroupement familial. On peut mettre fin au regroupement familial qui a été instauré il y a 50 ans en France. Le débat parlementaire le dira, les propositions du gouvernement viendront. Mais ce que je veux dire, c'est il faut surtout la volonté de ceux qui viennent en France de s'intégrer et de respecter les règles. Et jusqu'ici, nous n'avons pas été assez attentifs sur le sujet. Et moi, je suis pour qu'on rétablisse le délai de séjour illégal. Je suis pour qu'on exige de ceux qui viennent en France qu'ils contribuent d'abord à la France avant de bénéficier des aides. Je suis pour qu'ils adhèrent aux valeurs de la République. Tant qu'on n'aura pas refixé ces règles, nous n'y arriverons pas. Le narcotrafic, Nicolas d'Aragon, le fléau se développe à vitesse grand V dans toute la France. Bruno Retailleau, Didier Migaud sont rendus à Marseille, ont annoncé toute une série de mesures. 86% des Français sont favorables à un parquet anti-narcotrafic. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Pourquoi est-ce que cette mesure-là n'a pas été annoncée parmi tout ce qui a été annoncé ?
Elle a été évoquée, elle est dans la trajectoire, il faut qu'on rassemble les moyens pour le faire, mais elle est en perspective. Il n'y a pas de difficulté sur le sujet, on aura des magistrats spécialisés sur cette thématique. Je voudrais rappeler que le narcotrafic a généré 418 homicides en 2023, c'est-à-dire une augmentation de près de 40%. Donc on est là face à un phénomène de société sur lequel il va falloir qu'on apporte des réponses de fond. Le procureur Ricard, comme le rapport sénatorial nous ont fait un certain nombre de propositions. Vous avez observé que dans le déplacement du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur, ces propositions ont été pour la plupart reprises. Maintenant, il faut le temps de la mise en œuvre, mais en tout cas, le volontarisme est là. Et évidemment qu'on va être beaucoup plus en pression sur ce phénomène qui ruine une partie de notre société. Parce que les caïds ne sont pas moins dangereux que les barbus. Je reprends des propos de Bruno Retailleau dans le JD News. Vous êtes d'accord avec ça ? Totalement d'accord. Enfin, l'islamisme et le narcotrafic, pour moi, ce sont des gangrènes de la société. Justement, vendredi, là, sur Europe 1 et CNews, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise et qui est aussi député de Marseille, lui a dit le gouvernement fait complètement fausse route, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut légaliser le cannabis en France, comme l'ont fait certains pays, dont le Canada. Vous en pensez quoi ? C'est un discours purement scandaleux. Enfin, quand on voit l'impact sur la santé mentale des adolescents, par exemple, de la consommation de drogues dites douces, quand on voit l'impact sur la sécurité routière, 1/3 des morts qui sont liés à la consommation de stupéfiants, quand on voit les réseaux sociaux dorénavant qui font presque la promotion de la consommation. Vous allez sur TikTok, vous apprenez comment on consomme un joint, vous apprenez comment vous scarifiez, vous apprenez comment vous suicidez. Il faut qu'on arrête ce discours de la consommation festive. Comment ? Mais en responsabilisant déjà les élus et peut-être en passant un message à la population en disant mais ça n'est plus tolérable d'avoir des représentants comme cela, mais surtout ça n'est plus tolérable de ne plus aller taper aussi les consommateurs. Et vous avez vu que dans le spectre d'action qu'a proposé le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, dorénavant on va être beaucoup plus attentif. Mais quand vous dites responsabiliser les élus, en l'occurrence, là on parlait de Manuel Bompard, vous seriez prêt, vous, à aller voir Manuel Bompard en disant ce que vous dites, c'est intolérable, arrêtez de dire ça ? Mais je crois qu'il le sait, on ne va pas perdre de temps, on va continuer à agir auprès de nos concitoyens. Vous pensez que c'est une perte de temps ? Mais je ne comprends pas ce discours, en vérité, et ça fait trop longtemps qu'on l'accepte dans notre pays. Qui ne connaît pas l'impact sur la santé mentale de la consommation de stupéfiants ? Qui ne connaît pas l'impact sur le nombre de tués sur la route de la consommation de stupéfiants ? Peut-être M. Bompard, on peut lui envoyer une synthèse de tout ça pour qu'il le comprenne. Ça n'est pas possible de prôner la consommation de stupéfiants qui génère des morts. Des morts. Vous dites qu'il faut sanctionner les consommateurs, mais ça existe déjà depuis un moment, c'est prévu, et ça ne s'est pas appliqué. Alors, les amendes forfaitaires délictuelles sont appliquées. On va d'ailleurs renforcer la capacité dans le Beauvau des polices municipales qu'on lance prochainement. Ça fait partie des sujets que la police municipale puisse verbaliser, puisqu'elle est au contact très régulier des points de deal. Elle ne mène pas des enquêtes jusqu'au haut du spectre, mais en revanche, elle est très présente sur le terrain. Donc, il faut qu'on renforce la capacité à verbaliser les consommateurs et à ce que les sanctions soient beaucoup plus lourdes. Et justement, cette police municipale, vous allez nous en parler dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite dans le grand rendez-vous. Nicolas Daragon, ministre de la Sécurité et du Quotidien, est avec nous ce dimanche. Nicolas Daragon, à CNews et à Europe 1, nous aimons parler de faits de société plutôt que de faits divers. Et lorsqu'un militaire d'une vingtaine d'années va dans la nuit de jeudi à vendredi dernier fumer une cigarette devant une boîte de nuit de Besançon et qu'il se fait agresser de façon si violente qu'aujourd'hui, selon des indications, il est dans le coma, on ne sait plus quoi dire. Ces violences au quotidien, comment est-ce qu'on les endigue ? On les endigue en améliorant le continuum de sécurité, ça veut dire en étant présent sur tous les créneaux de l'insécurité, c'est-à-dire ce qui pourrit la vie de nos concitoyens. Le narcotrafic est un sujet majeur parce qu'on sait que c'est celui qui crée énormément de tensions, mais il y a aussi la sécurité chaque jour, et cette sécurité de chaque jour, elle est assumée par beaucoup d'acteurs, dont la police municipale, dont ceux qui assument la sécurité dans les transports, dont nos sapeurs-pompiers qui portent secours et assistance. Et sur tous ces sujets, Michel Barnier m'a sollicité parce que je suis un élu local au départ, et donc que j'ai un certain nombre de propositions pour améliorer ce continuum de sécurité. À travers la police municipale notamment. À travers la police municipale qui ne répondra pas aux problématiques telles que vous venez de les décrire. Ça veut dire que ce drame qui s'est produit, c'est pas la police municipale qui doit y répondre. On a affaire à du banditisme, on a affaire à de la criminalité organisée. Mais la police municipale, elle a un rôle croissant. En 10 ans, ses effectifs ont augmenté de 40%. On a 27 000 policiers municipaux aujourd'hui et on a près de 10 000 postes vacants. Ça veut dire qu'elle incarne véritablement une troisième force. Et pour autant, ce qui structure son action, c'est une loi qui date de 1999, à l'époque où la police municipale intervenait surtout en journée pour de la tranquillité publique, pour de la proximité. Aujourd'hui, on a une police municipale qui travaille souvent H24 et qui va dans tous les quartiers et qui est devenue une véritable police d'intervention. Et pour autant, elle n'a pas les prérogatives qui devraient être les siennes pour pouvoir intervenir de façon plus approfondie. Ni les moyens.
Les moyens, ce sont les maires qui les donnent. Et je suis très attaché à ça. Moi-même, je suis maire de Valence. Ça veut dire que j'ai fait le choix de passer de 32 à 75 policiers municipaux, de 90 à 240 caméras. Ce sont les maires qui investissent, donc c'est eux qui doivent piloter. Quelles prérogatives en plus faudrait-il donner? Aujourd'hui, un policier municipal n'a pas accès aux fichiers. Voiture volée, voiture assurée, plaque d'identité, plaque d'immatriculation, ne peut pas contrôler l'identité d'un contrevenant, ne peut pas accéder au hall d'immeuble, ne peut pas avoir une grenade de désencerclement, ne peut pas utiliser un drone. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels, finalement, on va mettre sur la table un débat. Et donc, je vous l'annonce, nous allons réouvrir le Beauvau des polices municipales. Nous allons le réouvrir le 21 novembre prochain au Congrès des maires de France, de l'AMF, tout simplement parce que ce sont les maires qui sont les employeurs, les décideurs et ceux qui payent. Et donc, nous allons remettre sur la table tous ces débats. Et puis, les maires seront libres. Ce sera une boîte à outils à laquelle ils pourront recourir pour dire... Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, elle dit « À chaque fois qu'il y a un problème, on fait un Beauvau ». Et après, on dit au maire, tiens, c'est à vous. Et alors, vous êtes maire, donc vous savez de quoi je parle. On dit au maire, c'est à vous de régler la situation. Qu'est-ce que vous répondez ? Maintenant que vous êtes ministre. Ce que je réponds à Marie-Hélène, qui est mon amie et qui est aussi la première vice-présidente de l'AGLO, dont je suis le président, donc avec laquelle je travaille au quotidien, c'est que là, elle a été elle aussi très volontariste en créant une police municipale. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas de dire on va vous transférer des choses, c'est de dire vous exercez des missions qui sont empêchées parce que vous n'avez pas les prérogatives nécessaires à l'exercice de ces missions. On va juste donner des capacités supplémentaires d'intervention. On va pas dire dorénavant c'est vous qui allez prendre les compétences de police judiciaire ou vous allez pas remplacer. Ça passe par la voie législative ou Alors, il y a des thématiques qui vont passer par la voie réglementaire sur lesquelles on va être très proactif dès la fin du Beauvau. On a encadré dans un temps court, ça veut dire 21 novembre, 31 mars. Et tout de suite, à l'issue de cette période, tout ce qui est du ressort du réglementaire, nous allons évidemment prendre des actes. Et puis ensuite, nous proposerons une loi de mars. Oui, mais je crois que c'est un temps court et ce sont les maires qui payent. Ça veut dire qu'on ne va pas décider à l'échelle du gouvernement, dorénavant les maires vont faire telle et telle action et donc ils vont payer pour ça. Non, c'est à eux de décider quels sont les choix qu'ils voudront faire. Et pour ça, il faut débattre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un arrière-fond derrière ça? C'est-à-dire, s'il faut une police municipale toujours plus nombreuse, toujours plus active, c'est parce que la société s'ensauvage toujours davantage. Bruno Retailleau disait cette semaine, je crois, que pour les jeunes les plus violents, il n'était pas étranger à l'idée de les reciviliser dans des centres qui auraient une dimension militaire. Est-ce que pour vous, il y a une tâche de recivilisation qui est nécessaire dans la lutte contre l'insécurité? La lutte contre l'insécurité, c'est un continuum qui doit faire intervenir tous les acteurs. On sait que quand il y avait le service militaire, ça avait la vocation à créer une forme de mixité, ça ésalisait un peu le niveau et ça permettait que chacun puisse s'insérer peut-être un peu mieux dans la société. Je crois que malheureusement, on n'a plus les moyens et qu'on a abandonné le service national maintenant il y a plus de 20 ans. Il y a sans doute des méthodes d'encadrement qui peuvent être remises au goût du jour. Elles doivent être imaginées. Il faut se questionner aussi sur les capacités que nous avons à le faire parce que nous avons certes renforcé les moyens de l'armée, mais elle fait face à des enjeux nouveaux. Donc le débat doit être mis sur la table. Moi, ce que j'apprécie... peut-être écouter aussi la volonté des Français. 81% des Français sont favorables à cet encadrement militaire dans les centres de jeunes délinquants. Sondage CSA, CNews et JDD. Je partage ce sentiment. Ça veut dire qu'il y ait une discipline militaire dans les centres pour jeunes délinquants. Ça ne me pose pas de difficulté. Après, est-ce que c'est l'armée qui doit exercer ce genre de mission? Moi, je ne le crois pas. Je vous pose la question autrement. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas l'armée? Parce que l'armée, elle a d'autres missions, c'est protéger la France. Parce que l'armée, vous voyez bien les enjeux stratégiques que nous vivons. Est-ce que c'est pas une forme de protection de la France, justement, d'arrêter la délinquance chez les jeunes? Elle défend les intérêts de la France, elle les défend à l'extérieur et elle défend la France en général. On a vu à quel point elle était efficace pour des missions d'apaisement sur Sentinelle, mais je crois que nos militaires ont besoin de s'entraîner pour aller sur des théâtres d'opération et que avoir un encadrement militaire, ça ne passe pas systématiquement par mobiliser des militaires, parce que ça n'est pas pareil. Mais moi, je crois que il suffit d'un dialogue. Ces jeunes militaires que l'on voit dans les rues de Sentinelle qui ont entre 18 et 24 ans, est-ce que justement en rencontrant d'autres jeunes en disant « Regarde, moi je fais ça » et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça n'est pas juste... Il suffit pas parfois juste d'une rencontre, comme on dit souvent dans la vie? Bien sûr, mais alors, ces dispositifs, ils existent. Il y a par exemple les classes de défense qui permettent aux militaires d'aller plus au contact des élèves, notamment des collèges et des lycées. On doit sans doute renforcer ce dialogue, mais simplement, moi, ce que je considère, c'est que l'armée, elle a un rôle qui est clairement identifié et qu'ensuite, elle peut contribuer à d'autres missions, mais ça n'est pas son métier principal. C'est pas la même chose quand un élève va dans une caserne au contact pour voir le travail des militaires et les militaires qui viennent au contact dans les classes où on voit bien l'attitude des jeunes qui voient arriver les militaires en uniforme en disant « Oh là là,
Ce sont aussi les militaires qui se déplacent pour les classes de défense. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui se déplacent, mais il y a un vrai sujet aussi de la présence de la police dans les établissements scolaires. À Valence, on recommence le contact entre la police municipale et un certain nombre de collèges, tout simplement pour avoir l'habitude de voir des uniformes, d'avoir de l'autorité. Nicolas Daragon, qu'est-ce que vous pensez du service national universel, parce qu'il devait être généralisé? Manifestement, c'est plus à l'ordre du jour. Est-ce qu'il faut le généraliser, le laisser comme il est, ou est-ce qu'il faut carrément le supprimer? C'est ce que disent certaines personnes dans votre famille politique. Je ne sais pas si le retour d'expérience est suffisant aujourd'hui. En tout cas, je pense que le SNU, aujourd'hui, ne produit pas les résultats escomptés sur le fait qu'on ait de la mixité. On retrouve un peu ces jeunes qu'on aurait vus s'engager de toute façon, qui constituent les effectifs du SNU. Ce sont des jeunes très volontaires, dont je veux saluer l'action, parce qu'on les voit très régulièrement sur le terrain. Mais je pense que le SNU, pour être efficace, va devoir s'ouvrir un peu plus. Donc, est-ce que c'est faut pas le supprimer. Ou alors il faut le transformer, sans doute, mais là, on aura des propositions à faire, je pense. Mais alors, je suis frappé, cela dit, parce que dans le discours public, on dit toujours plus de places de prison. Elles sont nécessaires. Toujours plus de police municipale, vous en parlez. Toujours plus d'investissements en sécurité. Mais la norme dans une société, si je peux me permettre, c'est que la sécurité n'est pas assurée d'abord et avant tout par les forces de l'ordre, mais par une confiance réciproque entre les citoyens, c'est-à-dire les mœurs, la culture. On n'est pas censé se sentir en sécurité seulement si on voit un flic au coin de la rue, sans ça on se sent inquiet. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça une forme de bris de la fabrique sociale, un bris de l'intégration, un bris de l'assimilation qui explique la suite? On voit bien qu'aujourd'hui, on a 39% des vols, des vols avec armes qui sont accomplis par des jeunes délinquants. 39%. C'est un chiffre qui doit nous interpeller. Ça veut dire qu'on a raté le rendez-vous de l'éducation de cette jeunesse. Et quand je dis on l'a raté, je mets en première ligne les parents. Vous savez à quel point moi je suis attentif à ce sujet, puisque j'ai été attaqué à plusieurs reprises. J'avais pris une délibération pour supprimer les aides municipales aux parents de mineurs qui n'acceptent pas l'éducation qu'on leur donne. J'ai été mis en cause à plusieurs reprises et nous n'avons jamais perdu devant le tribunal sur ce sujet. Donc je pense qu'en effet, la fabrique, elle est un peu cassée. Elle est cassée parce qu'on a déresponsabilisé beaucoup les parents, parce qu'on a refusé de dire que le professeur était au-dessus de l'élève, parce qu'on a brisé les fondamentaux de l'éducation dans notre pays pendant trop longtemps et qu'il faut sans doute les rétablir. Redire qu'il faut une autorité parentale, une autorité à l'école dont nos enseignants souffrent aujourd'hui, une autorité dans les clubs de sport, une autorité dans les maisons pour tous, l'autorité des élus. Vous avez vu le nombre d'agressions des élus ? On nous dit qu'on est à portée d'engueulade, mais dorénavant on est à portée d'agression. J'ai également ça dans mon portefeuille. Ça veut dire que à ce stade de notre société, il faut véritablement, c'est ce que dit Bruno Retailleau, un bouleversement. On est à un point de rupture. Mais pour reprendre ce que dit Mathieu Bocoté, 69% des Français estiment que la sécurité n'est pas faite aujourd'hui en France. Est-ce que justement vous parliez des parents ? C'est toujours pareil, 90% des jeunes délinquants sont issus de familles monoparentales, souvent conçues par hasard, pour qui l'image paternelle n'existe pas. Est-ce qu'il faut des sanctions pour les parents ? Est-ce que, pardonnez-moi, mais si c'est 90% et si ces chiffres sont exacts, est-ce qu'on doit sanctionner une mère de famille qui va bosser à 5h du matin, qui se retrouve avec 5 enfants dont elle ne sait pas quoi faire ? Comment on fait aujourd'hui, Nicolas Daragon ? Est-ce qu'on n'est pas dans une impasse ? C'est une drôle de vision de la société qu'on est en train de décrire. Une femme seule ne peut pas élever son enfant. Parce qu'elle va travailler, parce qu'elle en a plusieurs. Qu'est-ce que c'est que cette vision de la société ? Pardon, il y a des femmes seules qui élèvent très très bien leurs enfants, et heureusement, et c'est quand même dans 95% des sanctions. Cas. Donc pardon, mais ceux qui n'assument pas l'éducation de leurs enfants doivent être sanctionnés. Mais bien entendu, en tout cas, la société doit être plus exigeante avec eux pour qu'ils réintègrent un parcours éducatif pour leurs enfants, et s'ils refusent cet accompagnement, ces familles-là doivent être sanctionnées, bien entendu. Monétairement, financièrement ? Mais bien entendu, mais... On supprime les aides ? Il n'y a que ça qui fonctionne. Pardon, mais moi, c'est ce que j'ai fait sur les aides facultatives à la ville de Valence. Je peux vous dire que j'ai été approuvé par l'ensemble de mes concitoyens qui n'acceptent plus que leur quotidien soit perturbé par des familles qu'on aide au quotidien pour faire du sport, faire de la culture, pardon. Ça n'est plus possible. On ne peut pas être généreux et généreux. On doit être généreux et exigeant. Nicolas Daragon, ministre de la Sécurité du quotidien, est avec nous. Encore une dernière partie du Grand Rendez-vous. Tout de suite. Nicolas Daragon, ministre de la Sécurité du quotidien et qui travaille étroitement bien sûr avec Bruno Retailleau, est avec nous en ce dimanche pour le grand rendez-vous. En début de semaine, Michel Barnier vous a tous convoqués, ministres, pour un séminaire gouvernemental, réunion cohésion, comme on dit dans les entreprises. Ça a marché ? Vous êtes tous sur la même longueur d'onde ?
On a tous une contribution différente, mais à la fin, il en sort un résultat. Différente. Mais bien sûr, mais ça vous a pas échappé. On a un socle. Ah non, ça nous a pas échappé. On a un socle, et donc ça veut dire qu'on apporte chacun des choses très différentes. Mais je vais vous dire, ce séminaire, il est Diriez-vous utile. Vous savez, contradictoire? quand on n'est pas dans la politique nationale, ce qui est mon cas depuis des décennies, ça fait aussi du bien de voir ses collègues, de savoir ce qu'ils pensent, de confronter les idées et de voir comment on peut améliorer la situation de notre pays. Enfin, c'est bien du débat que vont naître les bonnes idées. Vous dites qu'il y a un socle, mais le socle, il a l'air quand même très friable quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, des députés qui sont censés soutenir le gouvernement qui ne viennent pas, ou qui votent contre le gouvernement. C'est assez étonnant. C'est inédit, en tous les cas, sous la Ve République. Écoutez, on sait que c'est une situation particulièrement compliquée. Nous avons la plus forte des majorités relatives possibles à l'Assemblée nationale. Oui, mais qui est rendue d'autant plus compliquée par l'absence de députés qui sont censés vous soutenir. Le grand rendez-vous aura lieu bientôt, justement, pour savoir si le budget est voté ou n'est pas voté. On aura l'occasion de mesurer qui s'inscrit dans la solidarité de ce socle qui a été construit après accord de l'ensemble des chefs de parti. Moi, je ne suis pas dans le commentaire ou la politique politicienne. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, on a la responsabilité des affaires du pays et que notre pays est dans une situation difficile. Ça veut dire que si on n'assume pas l'engagement qu'on a pris au bout de 2 mois, alors dans ce cas-là, on ne tient pas compte des responsabilités qui sont les siennes. Et donc, chacun va être appelé à exercer ses responsabilités. On sera tous observateurs de ce point de vue, les Français en particulier. Diriez-vous que nous sommes moins dans un gouvernement de cohabitation que dans une cohabitation dans le gouvernement? Non, on est dans un socle commun, on est dans une majorité. Le socle commun, par exemple, entre M. Migaud et M. Retailleau? Vous l'avez vu à Marseille, il fonctionne parfaitement. On a longtemps dit qu'ils étaient opposés sur plein d'idées. Finalement, tout est ressorti avec 2 voix parfaitement concordantes, arbitrées par le Premier ministre, comme dans tout gouvernement. Mais il n'y a pas de sujet. Puis vous savez, moi, je suis toujours très perturbé par ces commentaires sur les commentaires ou ces commentaires sur les commentateurs. Est-ce que c'est le sujet? Nos concitoyens souffrent. On a parlé de sujets extrêmement importants sur l'insécurité. On est en train de parler d'une situation économique qui est en train de se tendre. On a une situation financière qui est extrêmement difficile. On a besoin d'une équipe solide. C'est comme une équipe de rugby ou une équipe de foot. C'est l'équipe la plus solide qui était possible d'avoir compte tenu de la période. Nos concitoyens ont voté, on tient compte de ce suffrage et de ceux qui ont bien voulu se rassembler. Aujourd'hui, la solidarité avec le gouvernement, elle est rendue nécessaire par la situation que nous vivons, pas par les petits jeux politiciens qui doivent amener les uns ou les autres à des ambitions ou je ne sais. Donc, et est-ce que vous diriez aujourd'hui que la France est solide, la France dans l'Europe, la France dans le monde? On a eu l'élection de Donald Trump qui est assez inédite parce que c'est un comeback. Ce qui arrive très très rarement, ça s'est produit je crois une fois dans l'histoire américaine et les conditions n'étaient pas exactement les mêmes. C'est un raz-de-marée électoral, c'est un vote populaire aussi qu'il a raflé, Donald Trump. Quelle est aujourd'hui la position de la France par rapport aux grands États-Unis d'Amérique de Donald Trump? D'abord, c'est une position qui reste extrêmement forte au sein de l'Europe. Et la France vraiment, avec un couple franco-allemand inexistant. Mais la France reste une puissance importante, une puissance économique, une puissance militaire. Je rappelle que les lois d'orientation ont permis, sous l'impulsion du ministre Lecornu, d'améliorer très nettement les budgets de l'armée française. Donc on est dans une situation stratégique où les conflits sur la planète sont parmi les premières questions qu'on se pose. Donc sur les sujets importants, la France est en train de se réarmer. Et évidemment que la France garde un rôle extrêmement important au sein de l'Europe. Enfin, on le voit au quotidien. L'élection de Donald Trump, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la France, pour l'Europe? C'est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine, puisque les Américains l'ont choisi. Donc ça veut dire que moi, j'ai pas de commentaire à faire sur un peuple souverain qui décide d'élire un président. En revanche, ça porte un certain nombre de messages. D'abord, le premier des messages, c'est que nous allons travailler avec le président Trump, forcément. D'abord, nous l'avons déjà fait de 2016 à 2020, et les États-Unis d'Amérique sont parmi les alliés historiques les plus proches de la France et de l'Europe, quoi qu'on en dise, même si la situation tend parfois à se complexifier. Mais derrière ça, il y a aussi un certain nombre de messages politiques. Je rappelle que le président Trump, il a été élu sur des sujets qui devraient aussi nous questionner en France. La sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Et puis, il a aussi été élu face à un projet qui parlait aux communautés et qui ne parlait pas à la nation. Le pouvoir d'achat. Tous ces sujets-là devraient nous questionner en France. Donc moi, 1, je respecte le vote démocratique des Américains. 2, je suis convaincu que nous allons continuer à avoir un de nos meilleurs alliés
en les États-Unis. Et 3, j'invite en France au débat. Si vous me permettez, c'est un allié militaire, c'est un allié diplomatique, c'est pas forcément un allié économique, eu égard aux différentes histoires qu'il y a eu déjà par le passé. Quand M. Trump était président des États-Unis, M. Macron aussi était président français, et qu'il y a eu quand même quelques petites histoires de droits de douane. Bien sûr, nous verrons bien, mais vous savez que c'est une relation, c'est gagnant-gagnant. Alors évidemment, dans une position, si on compare la France aux États-Unis, évidemment que les États-Unis sont plus puissants, mais on est aussi un continent européen soudé avec un certain nombre d'acteurs. Voilà, il y avait eu du répondant aussi. Donc évidemment que la situation idéale, c'est de ne pas aller vers de telles tensions économiques. Mais si elles se présentent, l'Europe sera unie pour répondre et pour tenter de négocier au mieux. J'ai pas trop de doute sur le fait que les États-Unis, dans une situation économique qui est en train de se tendre partout, auront besoin de l'Europe et non plus que l'Europe aura besoin évidemment des États-Unis. Je me permets de revenir sur votre diagnostic de cette élection. Vous dites qu'elle parle aux Français. Vous aurez noté la rhétorique utilisée par Kamala Harris, qui parlait du fascisme. Madame Clinton a parlé de nazisme pour parler de Trump. On le présentait comme l'extrême droite. Il y a eu une forme de front républicain anti-Trump aux États-Unis, front démocrate en un sens. Est-ce que, selon vous, ça dit quelque chose sur nos démocraties, d'une forme d'exaspération devant la moralisation de la vie politique, les discours contre le peuple qui dit en l'instant le fascisme est de retour? Mais bien sûr, le peuple doit être entendu, doit être écouté. Vous savez, moi, quand j'ai tenu ce discours à l'Assemblée nationale où j'ai dit l'étranger qui viole dehors, l'étranger islamiste dehors, l'étranger criminel dehors, j'ai eu toute la gauche qui m'a expliqué que je parlais des étrangers. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. À un moment, on doit écouter nos concitoyens. La générosité de la France, c'est d'accueillir ceux qui veulent son bien. Et la générosité de la France, c'est d'aider ceux qui ne s'intègrent pas dans notre pays à rentrer chez eux. Et donc, sur ce sujet, comme sur tant d'autres, nous avons près de 75% des Français qui disent la même chose. Et pourtant, on a une classe politique qui nie tout ça. On a une classe politique qui fait du wokisme à longueur d'année. On a une classe politique où il faudrait que les femmes s'adressent aux femmes, que les musulmans s'adressent aux musulmans, que les juifs s'adressent aux juifs, que les chrétiens s'adressent aux chrétiens, qu'il faille être d'origine africaine pour parler aux Africains. C'est devenu insupportable. Et donc, cette moralisation permanente, ce discours wokiste, il doit absolument reculer. C'est un impératif. Et finalement, le message de cette élection présidentielle, c'est que nos concitoyens ne sont pas naïfs. Ils veulent faire nation. Et ils ne veulent pas faire nation en agrégeant des communautés les unes sur les autres et qui sont incompatibles. Ils veulent qu'il y ait un discours un et unique pour le bien de notre pays. Et il n'y a que la fermeté qui marche, parce que pour l'instant, il y a deux solutions. La première qui vient à l'esprit, c'est l'école. Alors très bien, on peut agir à l'école en amont. Et puis en aval, ce sont des sanctions et c'est là qu'on vous retrouve dans votre rôle. C'est le pacte républicain, c'est ce pacte qui dit que nous avons des droits, ils sont nombreux, et nous avons aussi des devoirs quand on est citoyen français. Et donc, lorsqu'on bénéficie de ces droits, on doit être responsable de ses devoirs. Et l'État doit être au rendez-vous régulièrement pour rappeler les règles. Mais c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus vivre en société en se disant « Ouh là là, je vis en société parce que il y a un flic à chaque coin de rue ». Nos amis polonais, bulgares, est-allemands ont vécu ça avec les polices secrètes, avec des types en imperméable qui étaient coincés. Monsieur de Villeneuve est sorti de chez lui à telle heure, machin, et ça. On peut pas non plus vivre de cette façon-là. Ou alors, est-ce une parenthèse pour ensuite revenir vers une meilleure vie en société? On est dans une société qui se tend, vous en avez fait vous-même le constat, et sans doute qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour rétablir les règles et aussi prendre un certain nombre de mesures. Vous savez, moi, dans le discours de politique générale de Michel Barnier, j'étais très heureux d'entendre le sujet des courtes peines. Aujourd'hui, la sanction, elle est longue à venir. Et elle est rarement appliquée quand il s'agit de moins d'une année de prison. Et donc, c'est une vraie difficulté. Il y a plus de place en prison aussi. Je pense, oui, c'est aussi un sujet qui doit nous occuper, même si on dit tout le temps que la justice n'est pas assez sévère, mais nos prisons sont pleines. Donc, tout ça, c'est évidemment, tout ça est très lié. Il faut sans doute créer des places de prison. Il faut contribuer à l'éducation de nos concitoyens, être extrêmement exigeant avec eux, mais il faut aussi que quand les sanctions tombent, elles tombent vite, qu'elles soient exemplaires et qu'elles soient appliquées. Donc, évidemment qu'on est dans une société qui a besoin d'autorité, c'est ce qu'expriment l'ensemble de nos concitoyens, d'ailleurs. Alors, on dit souvent qu'il y a une majorité de Français très nettement, vous l'avez dit, autour de ces idées d'autorité, défense, en fait, une forme de Big Bang de l'autorité en France. Mais cette majorité, elle s'exprime en plusieurs partis. Il y a évidemment les Républicains, il y a une partie assurément du centre, il y a aussi le Rassemblement national. Est-ce que finalement, le Front républicain qu'on a connu il y a quelques mois n'empêche pas cette majorité qui existe d'idées de prendre forme politiquement aujourd'hui?
Moi, je n'ai pas milité pour le Front républicain. Je ne militerai jamais. J'estime que mes concitoyens sont assez grands pour décider pour qui ils votent. Et ils se sont exprimés librement. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs. On partage le même diagnostic, on partage un certain nombre d'idées sur ce qu'il faut faire pour améliorer notre société, mais on ne partage pas la totalité des Les mêmes valeurs. avec qui? Avec le Rassemblement national? Mais avec l'ensemble des autres partis politiques, puisque je suis membre des Républicains, mais pour autant, ça nous a pas empêché de faire un socle commun, parce qu'on s'est dit, il y a un programme minimal à appliquer en ce moment pour la France, dans cette situation institutionnelle compliquée, et surtout dans la situation que traverse notre pays. Vous allez lire le livre de Jordan Bardella? On verra si l'occasion se présente, mais là, en ce moment, pour tout vous dire... Oui ou non, vous les lisez ou lisez pas? Pour tout vous dire, dans cette période où j'exerce des fonctions au gouvernement, je pense que je vais continuer de lire surtout des dossiers sur la sécurité et tenter de l'améliorer pour nos concitoyens. Merci beaucoup Nicolas Daragon, ministre de la Sécurité du quotidien, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, d'avoir été avec nous ce dimanche. Très très bonne journée sur nos 2 ans.